Ok, c'est bon. C'est parti. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur l'Immédiat, donc le média du marché de l'immobilier d'investissement et de la gestion de patrimoine. Donc le concept de l'émission, vous le connaissez maintenant, un sujet. Donc aujourd'hui, la métropole de Toulouse et l'impact du Covid-19 sur l'industrie aéronautique et l'écosystème de la métropole du coup dans son ensemble. Pour en parler aujourd'hui, trois experts de la région qui connaissent parfaitement le tissu économique local. Je vais vous les présenter dans une minute, mais avant cela, je vais d'abord remercier les partenaires de l'Immédiat qui rendent ces formats possibles, à commencer donc Kaufmann Broad, Perle, MetLife, Histoire et Patrimoine, Fiducim Promoteur et Eliade. Et je vais commencer par accueillir Lydie Rodriguez, présidente de chez Eliade. Bonjour Lydie, comment ça va? Bonjour à tous, mais ça va et enchanté à tout ce que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Bon, bah écoute, bienvenue Lydie. Et puis, pour m'accompagner également dans l'animation de cette réunion, j'accueille également Jérôme Duval, directeur commercial de Fiducim, promoteur immobilier. Bonjour Jérôme, comment ça va? À merveille, merci Philippe. Et vous-même? Eh ben, formidable, on peut se vous voyez si vous voulez. Hein. Bonjour à tous et bonjour. Voilà, et aussi parmi les accompagnants, on a également Charles Ruven, Ruven Office, cabinet de gestion de patrimoine situé à Paris. Bonjour Charles, comment ça va? Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de m'inviter, en pleine forme. Ravi d'assister à cette conférence. Bon, bah, écoute, bienvenue à toi. Merci d'être présent. Je vais vous présenter les trois experts qui vont, encore une fois, du coup, nous permettre de d'éplucher le sujet. Avant cela, je vais proposer de planter le décor puisque l'Occitanie est l'une des régions les plus dynamiques de l'Hexagone. Toulouse est programmée pour être la troisième métropole de France. Elle est souvent appelée la capitale mondiale de l'aéronautique, mais voilà, effectivement, le confinement notamment et donc la crise sanitaire que nous vivons actuellement a réduit le trafic aérien de près de 85%. Les experts estiment que ça aura un impact sur l'ensemble de l'année pour l'ensemble des compagnies aériennes de près de 40% sur l'activité. Dans ce contexte, Airbus, le fer de lance de l'aéronautique toulousain, a annoncé la semaine dernière une réduction des lignes de production de 30%. On dit souvent, quand Airbus tousse, c'est l'ensemble de l'économie de la métropole de Toulouse qui s'enrhume. On va effectivement explorer cela avec nos invités. La question également qu'on va se poser aujourd'hui, c'est dans quelle mesure effectivement cette filière qui représente 100 000 emplois va être fortement impactée. Et puis dans un premier temps et dans un deuxième temps, on va voir également si cette crise, si on doit faire une comparaison comme voilà, on a appris récemment que le Tour de France allait être décalé. Si on doit comparer cette crise à un col hors catégorie, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que pour l'ensemble de l'écosystème et l'économie et les entreprises que Airbus emmène dans son sillage, est-ce que Airbus va être un bon équipier pour permettre de passer le col? Est-ce que ces entreprises de premier, deuxième, troisième rang, comme on les appelle, ont les reins suffisamment solides pour justement ne pas s'essouffler avant et vont tenir justement jusque-là et pouvoir atteindre la descente synonyme de reprise économique. En d'autres termes, ont-elles le cash suffisant? Nous essaierons de répondre à toutes ces questions, mais également de comprendre si Toulouse et sa région va conserver son attractivité. Quelle en est la conséquence sur les prix de l'immobilier? Toutes les réponses, voilà, dans les trois quarts d'heure, alors peut-être l'heure qui va suivre, avec voilà nos spécialistes. Qui leur CV le prouve, connaissent très très bien le secteur toulousain. Et je vais commencer déjà par accueillir et par présenter celui qui dit que l'accent toulousain est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, Samuel Sett. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et comment allez-vous, Samuel? Samuel Sett, président de la CPME. Également, en deux mots, qu'est-ce que la CPME, Samuel? Merci Philippe. La CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, c'est un syndicat patronal, comme pourrait l'être le MEDEF. La CPME a prétention et vocation à représenter 99,6% des entreprises, puisqu'elle est focus sur les entreprises PME au sens européen du terme, c'est-à-dire moins de 250 salariés, et les entreprises dites
patrimonial. On accueille également Bernard Keller qui nous fait également l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Bernard Keller, c'est l'ancien patron de l'information d'Airbus, maire pendant plus de 20 ans de Blagnac et aujourd'hui vice-président de Toulouse Métropole. Bonjour Bernard, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien. Écoutez, confiné comme vous tous, je salue l'ensemble du plateau et heureux d'être avec vous pour vous dire que, eh bien, l'aéronautique en a connu des crises, elle en a connu des plus graves, j'en suis persuadé, mais on va entamer le sujet comme vous le voudrez. Parfait, merci beaucoup, merci pour votre présence. Et notre troisième expert, Pierrick Merlet, journaliste économique à la Tribune, qui a inspiré d'ailleurs le titre de cette émission, qui a beaucoup écrit sur le tissu économique toulousain. Bonjour Pierrick, bienvenue. Merci, bonjour à vous tous et puis merci de me laisser l'opportunité de participer à cette émission et je pense que les échanges vont être passionnants. Je vais proposer à Lydie et Jérôme de rappeler les fondamentaux de Toulouse, j'ai envie de dire, juste avant la mi-mars et on traitera du coup ensuite l'ensemble des sujets post-début de crise sanitaire. Jérôme, Lydie ? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai œuvré quand même de nombreuses années pour cette belle région et cette belle ville que j'ai bien connue, même si aujourd'hui avec Fiducim, je me suis orienté vers d'autres métropoles. Toulouse, qu'est-ce que c'est ? Toulouse, c'est Michel Saran qu'on a la chance de voir tous les mercredis soirs à la télé, un des chefs préférés des Français. Il n'y a pas un CGP de France qui est allé à Toulouse qui ne connaît pas le Cosmo, le cosmopolitain qui n'a pas été là-bas. Toulouse, c'est un énorme bassin. Il faut savoir que c'est une commune aujourd'hui qui a un solde migratoire positif qui est, si je ne me trompe pas, qui est de plus de 8000 habitants. Entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, la différence, c'est qu'il faut accueillir 8000 nouveaux habitants. Et on va voir peut-être avec justement nos différents intervenants un peu plus dans le détail ce qu'ils font les fondamentaux de Toulouse. Donc merci pour ce rappel précis et on sait un peu mieux ce que tu fais à Toulouse quand tu y vas, mon cher Jérôme. Je vais me tourner vers Samuel Sett avant d'attaquer la partie aéronautique qui, lors de la préparation de cette émission, m'a rappelé justement la genèse de l'histoire, de la particularité du bassin économique de Toulouse, qu'il remonte il a placé en fait le départ dans les années 70. Samuel, est-ce que vous voulez bien justement nous faire petite histoire de Toulouse avant de démarrer sur l'aéronautique ? Très succinctement, non, j'avais lors de notre conversation, j'avais rappelé quand on avait fait référence à la démarche structurante économique de Toulouse, qu'en 70, en 71 exactement, on a eu la grande chance de voir l'installation de ce qui allait devenir par suite Airbus et justement la séparation entre le militaire et le civil, au militaire à Bordeaux et au civil à Toulouse de manière très succincte, et que ça avait fait éclore chez nous une génération de col bleu, tout un tas de techniciens de très haut niveau, très pointus, qui se retrouvent avec un pouvoir d'achat sensiblement supérieur à la moyenne et qui est venu progressivement structurer et tirer vers le haut un certain nombre de secteurs parallèles. Il faut savoir que Toulouse avait été bénie, sinon des dieux, en tout cas des différents gouvernements, eu égard à un certain choix, notamment le rapatriement de toute l'industrie époudrière et de l'acierie pour l'éloigner de la ligne de démarcation durant la guerre, et que tout ça a eu un élément structurant. Oui, c'est un éléphant aussi un peu dans un magasin de porcelain, mais ça on pourra en parler aussi. C'est-à-dire que tous ces éléments-là ont un élément structurant. On va y revenir tout de suite. Merci beaucoup Samuel pour cet éclairage. Lydie, je crois que tu as une question pour Pierrick notamment. Oui, j'ai une question pour Pierrick, surtout que j'ai vu que dernièrement, il y avait un article qui était paru. Pierrick, pour vous, quelle est votre analyse au niveau d'Airbus, de la filière et de la métropole toulousaine plus globalement ? Alors oui, Airbus prévoit une baisse de son chiffre d'affaires. Il a d'ailleurs annoncé, Guillaume Faury, le patron d'Airbus, a annoncé lors de sa dernière conférence de presse qu'il s'attendait à 0 commande sur l'année 2020. Donc oui, il y aura une baisse du chiffre d'affaires pour Airbus, mais il faut savoir quand même que Airbus est assis sur un matelas de commandes je crois, ils sont sur un carnet de commandes de 10 ans. Mais alors il faut se poser la question de pourquoi en fait ils réduisent les cadences de 33% exactement. C'est parce qu'ils veulent pas se retrouver avec des avions stockés
Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le stockage pour beaucoup de compagnies, c'est un problème. Ça coûte de l'argent et ça coûtera aussi de l'argent pour les avionneurs comme Airbus, comme Boeing. Donc, le problème est là. Ils réduisent les cadences pour essayer de limiter la casse financière. On va donner la parole à Bernard. Je crois que du coup, Jérôme va l'interroger là-dessus. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, effectivement, on parlait de sol migratoire positif, donc de dynamisme et de croissance. Est-ce qu'on est sur une courbe qui va se fléchir? Est-ce que c'est une courbe qui va être stagnante ou est-ce qu'on va avoir effectivement une courbe plutôt baissière? Mais je laisse Jérôme pour interroger Bernard sur le sujet. Ah ouais. Alors, je voulais aussi moi poser une question à Bernard parce que je suis ravi de le rencontrer. Hein. Bonjour. Voilà, c'est un honneur. Alors, et selon vous, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, par exemple, sur Airbus, qui a subi des annulations qui est due à cette crise sanitaire. Alors, est-ce que vous pensez que l'industrie va redémarrer à plein régime? Et si oui, quand? Bon, moi, ce que je voudrais dire en préalable, c'est que d'abord, l'aéronautique à Toulouse et en Europe, ça n'est pas qu'Airbus, même si c'est de loin le champion toute catégorie. Mais à Toulouse, c'est aussi ATR, c'est Daher qui a été cité. Je parle pas des Safran, Latécoère et des milliers de représentants de cette filière. Je voudrais dire que Airbus, somme toute, est né il y a 50 ans d'une crise. L'aéronautique est habituée aux crises. Tout à l'heure, Samuel citait la crise de 2008. La crise 2008, Powerade, j'ai envie de dire, ça n'a même pas été une crise. Ça a été l'apogée de l'aéronautique. L'aéronautique ne s'est jamais mieux portée en France, en Europe en particulier, mais même dans le monde, que de 2008 à 2020, pendant donc 12 ans, avec une croissance exponentielle, tant de Boeing que d'Airbus. Des crises, il y en a eu. Powerade, qui était la dernière en date, j'ai envie de dire, moi j'étais maire de Blagnac à ce moment-là, la crise, c'était chaque année 1500 à 2000 emplois de plus. 1500, rien qu'à Blagnac. Rien qu'à Blagnac. Donc, c'était pas une crise, pas du tout. Justement, c'est la chance de l'agglomération toulousaine et même de toute la région Occitanie que d'avoir eu l'aéronautique. Mes collègues élus parlaient de crise. Moi, j'ai toujours dit, mais attendez, tout est au vert, quelle crise? C'est justement l'aéronautique qui, en la circonstance, a permis de porter la dynamique toulousaine et donc de porter aussi la dynamique du bâtiment, de l'immobilier, puisqu'il y a beaucoup de représentants de ce métier ici. Et c'est vrai que à Toulouse et dans la région, quand l'aéronautique et Airbus en particulier s'enrhument, c'est même le bâtiment et les travaux publics qui toussent. C'est pour dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de crise, il y en a une. La différence de la crise actuelle par rapport aux crises que je viens rapidement d'évoquer passées, c'est que c'est nous qui avons mis, quand je dis nous, les décisions politiques mondiales qui ont mis le monde sur pause, et notamment le monde aéronautique en particulier, puisqu'on parle, quand on parle d'aéronautique, de transport collectif et de transport public. L'élément de redémarrage, pour répondre à la question de Jérôme, à mon avis, ce sera tout simplement la confiance en l'avenir. Dès que nos opinions mondiales, parce que le transport aérien par définition il est mondial, voilà, sauront que le Covid est stoppé, je pense que très vite la confiance sera devenue, et on sait bien que dès qu'il y a confiance, il y a consommation, on continuera à se transporter, ça va prendre un certain temps. Ça va prendre un certain temps parce que c'est les compagnies aériennes qui souffrent le plus aujourd'hui, plus que les constructeurs. Et je rebondis sur ce que vous dites et je vais vous poser la question à tous les trois du coup parce que effectivement nul doute que Airbus a les reins certainement assez solides pour encaisser le choc et passer, pour reprendre l'image, le col. Ce que soulignait Samuel et la question, c'est qu'effectivement sur ces structures, ces sociétés de rang 1, 2 ou 3,
la question, selon vous, et je commence par vous, Bernard, du coup, est-ce que vous pensez, maintenant qu'on sait qu'il y a une sortie, on voit une sortie de confinement, on voit un peu plus, en tout cas, un peu moins d'opacité dans ce qui va se passer à court terme, même s'il y a des grosses zones d'ombre, est-ce que vous pensez que ces sociétés-là, que vous citiez, de premier, deuxième rang, troisième rang, ont l'assise financière suffisamment importante pour pouvoir justement passer le col? L'aéronautique, c'est une grande famille, très interdépendante. C'est un métier extrêmement complexe, à la fois d'ingénierie très sophistiquée, mais aussi qui exige un compagnonnage très expertisé, très expérimenté, que ce soit directement sur les lignes de production, mais aussi dans toute la supply chain, dans toute la chaîne de sous-traitance. Pour répondre à votre question, j'ai envie de dire que c'est particulièrement vrai dans ce secteur que la filière est forte de son maillon le plus faible. Autrement dit, les constructeurs, à commencer par Airbus, c'est vrai pour ATR, c'est vrai pour tous les autres, pour les gros comme Safran, les équipementiers et beaucoup de sociétés d'ingénierie, doivent conserver pour être aptes à la reprise et aux remontées rapides en cadence, à mon avis, qu'il faudra envisager. Il faut garder un tissu de capacité extrêmement riche. Autrement dit, en clair, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réduction de la voilure sur toute la supply chain. Et qu'il n'y aura pas de la casse, oui. Mais ça à veut pas dire… l'évidence, oui. Mais enfin, bon, pour le moment, c'est du chômage partiel, pour l'essentiel. Et si, comme je le souhaite et comme je pense tout le monde le souhaite, on est en capacité de tenir encore 2-3 mois pour avoir une assurance que le Covid est vaincu, eh bien, je fais partie des gens qui, en la circonstance, demeurent confiants. ATR, on a failli arrêter la chaîne en 2005. On a failli arrêter parce que c'était un avion turbopropulsé, c'est-à-dire un avion à hélice. À ce moment-là, tout le monde voulait des jets. Eh bien, ATR, qui est un avion qui date de 1985, jamais il n'a été aussi vendu et son carnet commande aussi rempli que maintenant. Autrement dit, c'est à la fois difficile de faire des prévisions et en même temps, il serait, je crois, tout à fait erroné de vouloir à tout prix faire du catastrophisme quand on est éclairé par le passé et que on voit bien que le développement mondial exige du transport et exige du transport aérien. Il faut que chacun redimensionne son outil de réflexion ou son outil de production avec cette considération que pour le moment, on a mis le développement sur pause. On est en pause, mais il n'y a pas de crise structurelle, je ne crois pas. Ok, c'est noté Bernard. On va faire justement faire le tour avec Pierrick et finir par Samuel sur justement, du coup, alors on a compris sur Airbus et peut-être sur les structures de rang 1 et peut-être avoir leur vision sur, on disait en introduction que Toulouse était un solde migratoire positif en croissance et parti pour être la 3e métropole de France. Est-ce que ça va effectivement du coup freiner cette croissance ou est-ce que ça va être complètement une décroissance pour le coup? Pierrick, peut-être commencer par toi et puis ensuite Samuel. Oui, certainement, cette pause, ce ralentissement de l'activité de la filière aéronautique va ralentir l'attractivité, j'ai envie de dire, démographique de Toulouse et de sa métropole. Alors, pour venir sur les chiffres, oui, c'est 8 000 habitants nouveaux à Toulouse, mais c'est 15 à 20 000 sur sa métropole. Et si on prend l'aire urbaine, on est autour de 50-55 000. Ou même si je crois que c'est pour la région, et l'aire urbaine, on est à 30 000. Voilà, et pour l'aire urbaine, on est autour de 30 000 habitants nouveaux chaque année. Alors, vous devez connaître, le nombre d'emplois au total sur Toulouse et sa communauté d'agglomération. Alors, sincèrement, je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas le chiffre de tête. C'est 450 000 emplois. Très bien. Pour apporter, en fait, le mouvement de cette crise, lorsqu'on réduit la voilure de 5 000 emplois, j'entends, parce que moi-même, je suis chef d'entreprise, j'entends que ça a des dommages collatéraux pour les familles, pour les salariés qui vont les perdre. Mais à l'échelle de l'environnement toulousain, où c'est 450 000 emplois,
je pense que malheureusement, je ne dis pas que c'est par là qu'il faut en passer. C'est relativiser un peu le… Exactement. C'est agir en bon père de famille parce qu'avant toute chose, moi, en tant que chef d'entreprise, je défends l'outil de travail de mes collaborateurs. Et défendre l'outil de travail, c'est prendre des décisions. Et je rajouterais, si Lydie le permet, et vous avez raison, Pierrick, mais c'est vrai que la métropole toulousaine était une des rares, pour ne pas dire la seule, à avoir une croissance positive, un sol positif de création d'emplois, essentiellement grâce à l'aéronautique, de quelques 5000 emplois par an. C'est la métropole même qui… 6000. Donc là, malheureusement, il y a une pause. Oui, et c'est même la métropole qui a créé le plus d'emplois. Nous, on a une pause. C'est la métropole qui a créé le plus d'emplois sur les 5 dernières années. Et voilà. alors, je ne renie Attendez, on va laisser Pierrick finir. Alors, tu avais dit qu'il y aurait du débat, Philippe. Alors, je ne suis pas en train de pointer du doigt Airbus ou une autre entreprise. Au contraire, il faut être fier d'avoir Airbus et la filière qu'elle a embarquée avec elle. Je pense que tout le monde nous envie. Mais c'est vrai que là, dans des situations pareilles, on se demande si on n'aurait pas peut-être enclenché les chantiers de diversification, on n'aurait pas dû les enclencher plus tôt. Mais ça, c'est ce qu'on abordera peut-être plus tard dans l'émission. Merci Pierrick. Alors du coup, la parole à Samuel. Donc 2 questions évidemment de lui, de sa position d'observateur des structures de taille moyenne, sa vision sur leur capacité effectivement à franchir le col. Et puis une deuxième question qui est justement sur l'accompagnement que je sais que vous réalisez sur le plan justement sur le conseil par rapport au fameux pont aérien de cash qui a été mis en place par la BPI et notamment Pierrick le soulignait sur peut-être la possibilité de concentration. Est-ce que l'issue sera pas celle-ci et que notamment permis par les fameux prêts à tout. Je sais que la BPI de la région de Toulouse est assez active pour donner des enveloppes supplémentaires au PGE à des structures qui ont les capacités pour permettre justement peut-être d'aller réaliser ces opérations de croissance externe. Voilà, 2 questions, votre vision et cette question du financement. Il ne faut pas toujours attendre d'Airbus l'action ci, l'action ça. La preuve, c'est qu'on en est au final, quand on parle aéronautique, s'excuser d'avoir peut-être un temps mis en cause Airbus. Pas du tout. Airbus travaille, Airbus fait ce qu'il peut. Vu sa taille, il déciderait de modifier ses horaires de travail, que le périphérique toulousain se retrouverait fluide, peut-être, qui sait, tellement il est puissant. Donc, c'est peut-être une revendication, ça. Vous parlerez mon nom, hein, je ne veux pas voir. Et ça, c'est un élément qui doit être pris en considération. C'est-à-dire qu'une structure, elle est énorme et donc elle a une incidence dans son environnement, c'est mécanique, c'est factuel. Le deuxième élément, on parlait de l'attractivité, puisque c'était aussi l'élément sur lequel vous voulez nous interroger, l'attractivité de l'agglomération. Mais oui. Très rapidement, ça s'envisage dans un environnement global. Et quand on parle d'attractivité, on est dans une forme de concurrence d'attractivité par rapport à nos voisins immédiats. Et évident que l'aéronautique, il faut le dire, a permis de procéder à des investissements massifs structurants qui font que, en termes d'infrastructure, on peut, même si on attend un petit peu notre train, hein, ça c'est le grand tabou, la ligne à grande vitesse, et en plus qui le surcroît quand elle viendra, honte suprême, sera connectée à Bordeaux, même pas direct à Paris. Vous imaginez donc l'humiliation et les séances de psy que nous, Toulousains pure souche, nous sommes obligés de mettre en œuvre. Mais je pense... ça pour venir nous voir, nous, Parisiens. Oui, ne vous battez pas. Contraint et forcé. Bon, c'est pour ça qu'on prend l'avion. Voilà, c'est pour ça qu'on prend l'avion pour que la douleur soit moins longue. En fait, il faut y aller, on y va, et puis n'en parlons plus. Alors, Charles Ruven a une question qui est avec nous. Charles, tu nous entends Oui, bien sûr. Prudence, forcément. Moi, j'aimerais rebondir sur un peu le discours de Bernard Keller, où en 2008, on était sur un peu l'apogée de l'aéronautique. Aujourd'hui, 2020, il y a aussi un nouveau défi. C'est le défi écologique. Beaucoup d'investisseurs aussi aujourd'hui investissent de façon responsable et l'aéronautique va être concernée effectivement par ces enjeux-là. Donc ça, c'est des enjeux effectivement du 21e siècle et notamment pour la ville de Toulouse qui est vraiment le couple aéronautique territoire. Et je voudrais juste poser cette question-là aux différents intervenants par rapport à ce défi effectivement que doit relever les initiatives mises en place. Et surtout Airbus.
les initiatives mises en place. Exactement. Moi, je peux en donner 2-3, puis je pense que Bernard approfondira. Déjà, il faut savoir qu'il y a quelques semaines avant le confinement, c'est en début d'année, il me semble, la ministre de la Transition écologique est venue en personne à Airbus pour officialiser le lancement d'une filière de biocarburants en France, réunissant Airbus, Engie, Total, et quelques sous-traitants aéronautiques de premier ordre. Donc voilà, il y a cette initiative-là qui a été lancée. Après, il y a Airbus est en collaboration avec d'autres entreprises sur ce qu'on appelle l'IFAN X. C'est un intégrateur technologique d'un avion électrique. Voilà, c'est un avion qui devait faire son premier vol à l'été 2020. Alors avec le confinement, on se doute, à mon avis, que le volet recherche et en laboratoire a dû être ralenti, et je pense que ce vol sera reporté. Donc, dans les mois à venir, peut-être début 2021, on aura le premier avion totalement électrique qui volera. Donc, il y a quand même, la filière a pris conscience qu'elle avait besoin de se réinventer pour continuer à exister. Et je pense que cette crise va accélérer ces projets de recherche. D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que le volet recherche aurait des investissements supplémentaires, et aucun doute que cette enveloppe bénéficiera à ces projets de recherche privés comme semi-privés. Merci Pierrick. Bernard, un mot pour compléter? Juste pour compléter, Pierrick a bien dit, les motoristes, à commencer par Safran, font des efforts considérables. Aujourd'hui, les moteurs sont beaucoup plus efficaces, à moindre bruit et moindre consommation. Ils intègrent le biocarburant. Les constructeurs mettent en œuvre toutes les solutions possibles pour que l'avion soit de plus en plus électrique. Il ne faut pas croire demain qu'un Airbus ou même un ATR sera capable d'être totalement électrique. C'est pas possible encore. En revanche, il y aura de moins en moins de servocommandes hydrauliques et de plus en plus des commandes électriques de vol qui sont beaucoup moins polluantes. Un volet que n'a pas souligné Pierrick, c'est aussi tous les efforts de recherche dans le domaine de l'hydrogène. Et commencer pour faire évoluer les avions au sol, en particulier sur Toulouse-Blagnac. On est en train de développer un programme qui s'appelle e-Port, sur lequel aussi les constructeurs envisagent de faire tourner les moteurs auxiliaires, l'APU, les moteurs auxiliaires qui permettent de fournir l'énergie à l'avion quand il est au sol, avec l'hydrogène par exemple. Donc il y a une très forte implication des constructeurs sur cette obligation, j'ai envie de dire, environnementale dans ce 21e siècle, à l'évidence. Merci beaucoup. Je veux juste rajouter une petite chose. Il y a aussi Thales qui travaille sur un logiciel de pilotage pour réduire la consommation sur un vol autour de 10%. Et donc, c'est un projet qui doit être commercialisé, enfin un produit du coup qui doit être commercialisé à partir de septembre 2020. Donc peut-être que ça va être reporté. Donc il y a quand même la filière est consciente qu'elle doit se réinventer. Voilà. Je voulais juste fermer la parenthèse avec ce projet que j'avais oublié de souligner. Merci beaucoup. Du coup, sur cette partie, on va fermer le chapitre aéronautique, si vous le voulez bien, en retenant effectivement confiance d'un côté et prudence de l'autre. On va, je crois, donc Jérôme enchaîner avec Samuel, justement, qui évoquait les autres filières de l'Occitanie. Jérôme, à toi. Oui, parce que on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais c'est vrai que la métropole toulousaine, ce n'est pas que l'aéronautique, il y a l'aérospatial, il y a l'agroalimentaire, il y a la santé, il y a le web, il y a le digital, il y a, comme on en a parlé tout à l'heure avec Lydie, les étudiants avec, je ne sais plus, je crois qu'il y a 3 grandes universités, je crois qu'il y a plus de 112 établissements d'enseignement supérieur. Et moi, ce qui m'intéresserait, Samuel, de savoir, vous qui êtes en contact avec toutes ces entreprises des filières émergentes, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, de la santé sur le bassin toulousain? Je pense que la partie santé, elle, est sujette à un grand nombre, on le voit dans nos entreprises, à un grand phénomène de concentration. Mais concentration de petites structures, donc de petites structures qui se concentrent, mais de manière assez généralisée et assez récente. On le voit surtout sur les 10 dernières années. Je pense que ça, c'est un véritable sujet dans l'analyse, dans la prospective, nous, des petites structures. Le développement de l'emploi, à proprement parler, puisque, je l'ai dit, et c'est étonnant, mais c'est ainsi, nos entreprises sont un peu plus petites ici qu'ailleurs, avec un écart type plus important. En gros, elles sont à 93% de moins de 10, c'est autour de 90% en France. Et paradoxalement, les entreprises un peu plus grosses le sont proportionnellement beaucoup plus, mais uniquement liées par la filière aéronautique. Et donc, cet écart-là a créé cette dépendance maximale et le fait qu'on ne puisse décemment, pas facilement s'en sortir. Pierrick, peut-être pour enchaîner justement sur
sur les filières alternatives. On a parlé d'agroalimentaire, donc plus gros pourvoyeur d'emplois sur l'ensemble de la région. Des filières de remplacement qui, certes, ne sont pas au niveau de l'industrie aéronautique aujourd'hui, mais qui sont là, présentes. Et puis la santé, l'a évoqué Samuel. Il y en a quand même une qui a été oubliée, une importante. Ça, non ? Il y a tout un écosystème qui est en train de se créer autour des mobilités intelligentes, qui regroupe totalement EasyMile, les navettes autonomes sans chauffeur. Et vous avez peut-être dû entendre parler aussi d'Hyperloop, le train supersonique qu'on met dans une capsule. C'est là-bas qu'il y a la fameuse piste d'essai sur 300-400 mètres. Et il y a aussi d'autres acteurs comme Eva, qui sont des taxis volants, dans un premier temps avec chauffeur, mais dans un second temps qui devrait être totalement autonome. Je pense que Toulouse, bien sûr, Toulouse et sa région ont des arguments à faire valoir pour attirer de nouveaux emplois, de nouvelles pépites, de nouvelles entreprises, mais que ça prendra du temps. L'aéronautique restera dominant pendant encore 10, 15, 20 ans. Mais peut-être que dans 5, 10 ans, peut-être que ces filières émergentes représenteront 5, 10, 15 000 emplois. L'Oncopole est en train de faire quelque chose de très intéressant, je trouve. L'Oncopole, qui est l'institut de recherche autour du cancer, est en train de fédérer tout un écosystème autour de lui avec des belles entreprises. Donc, je pense que voilà, la santé et les mobilités pour l'innovation et l'agroalimentaire peuvent aussi être. Je crois quand même, Pierrick, il y a l'espace. Et l'espace, pardon. Mais pour moi, qui reste quand même une pépite très toulousaine et qui fait champion européen dans ce domaine-là. Bon, Bernard. Et toutes les startups que l'on voit émerger sur l'IoT, etc., doivent beaucoup. Moi, je ne crois pas à la diversification commandée par les politiques. Ça ne se décrète pas la diversification. En revanche, je crois beaucoup à ce que j'appellerais les déclinaisons sur les gros savoir-faire qui sont les nôtres. Dans le domaine spatial, qui n'est pas en crise, on est en train d'utiliser l'espace en ce moment, les moyens de télécommunication, l'observation de la Terre, et je pense qu'on en est qu'au début de ce que l'on peut appeler les différentes applications spatiales. Je crois que beaucoup des éléments des capacités de diversification d'activités économiques et donc de création d'emplois avec des centaines de startups passent par la multiplication des applications spatiales. Et on a vraiment tous les outils qui vont bien sur la métropole toulousaine. On n'a pas parlé de l'automobile non plus. Elle est très présente à Toulouse avec Continental, avec Siemens, avec Actia. Mais ça, c'est le tour de la mobilité intelligente. Ils sont tous ensemble. Tout à fait. Et on les voit. On les voit sur Francasal, effectivement, dans la mobilité intelligente. Et j'ai surtout oublié de préciser un autre domaine fort, c'est aussi l'intelligence artificielle. Il faut savoir que Toulouse a été sélectionné, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce fameux rapport du mathématicien, j'ai oublié son nom, le député mathématicien. Voilà. Villani, merci. Villani, ah oui, qui a fait un rapport sur l'intelligence artificielle où il préconisait de créer 3 à 4 instituts interdisciplinaires dans 3 à 4 grandes villes françaises. Et Toulouse a été retenu pour accueillir un tel institut du nom de Anity. Et cet institut va se concentrer autour des mobilités intelligentes et de la santé. Donc, Toulouse a aussi une belle carte à jouer en termes d'intelligence artificielle et de data. Et d'ailleurs, certains grands acteurs aéronautiques sont incorporés à Anity. Il faut savoir qu'Anity, en fait, c'est un consortium d'universités, de publics et d'entreprises. Et donc, il y a vraiment un enjeu, je ne vais pas revenir le chapitre de la filière aéronautique, mais il y a un enjeu de diversification pour le spatial et pour l'aéronautique, justement pour que cet écosystème vive avec d'autres débouchés. Merci Pierrick. On va attaquer la troisième partie qui effectivement intéresse nos auditeurs, qui sont des professionnels de l'immobilier, soit en tant que promoteurs ou conseillers, voire même certains investisseurs. Et la question effectivement, c'est que du coup, on a parlé de sol migratoire positif. On peut se poser donc la question évidemment de l'évolution, mais ce que l'on voit, c'est que est-ce qu'on va passer du positif à peut-être quelque chose qui sera peut-être un peu moins fort, mais en attendant, se pose la question du besoin du besoin de logement sur Toulouse. En fait, ce qui se passe, c'est que les élections municipales à Toulouse ne sont pas terminées. Il y a eu que le premier tour, et que déjà avant même ce premier tour, sur les 6 derniers mois, voire sur les 12 derniers mois, la filière et plus particulièrement la FPI a enregistré clairement une baisse des permis de construire accordés. Et alors, mais ça, c'est un phénomène qu'ils ont enregistré aussi sur celle de 2014. Enfin, c'est mécanique. Avant voilà, chaque élection c'est mécanique.
Tout à fait. Mais le problème à Toulouse, c'est qu'il y a eu tellement un essor démographique important, vous le soulignez, ça fait plusieurs années que Toulouse et son agglomération attirent 15 à 20 000 habitants chaque année, qu'au bout d'un moment, les habitants, les Toulousains pure souche, comme Samuel, ont fait une levée de bouclier dès qu'il y avait une grue qui se mettait devant chez eux. À tort ou à raison, je ne dis pas qu'ils ont tort ou que les promoteurs ont raison, loin de là, je dis juste que c'est un constat, pour essayer d'atténuer un peu tous ces recours, toutes ces procédures administratives qui ralentissaient le marché de l'immobilier, alors que Toulouse, comme vous le soulignez, a besoin de logements neufs. La municipalité sortante, avec la majorité aussi à la métropole, ont essayé de mettre en place ce qu'ils appellent un PLUIH et un PLU à l'échelle de la métropole. C'était une première en France, ça a pris du temps, ça a pris tout un mandat pour aboutir à ce document. Il est entré en vigueur en avril dernier, donc il y a un an. Et ce document donc encadre le besoin en logement neuf et encadre les terres constructibles et non constructibles, en mettant en œuvre le concept de la densité modérée. C'est en tout cas le concept porté par le maire sortant de Toulouse. Ce document Et président de la métropole. Et président de la métropole. Mais pour moi, ça va de pair, parce que quand on est maire de Toulouse, on est forcément président de la métropole. Mais tu fais bien de le souligner, Bernard. Il prévoit la construction de 7000 logements par an, 7000 logements neufs par an, dont un tiers de logements sociaux, 3500 dans la ville centre et 3500 en première, deuxième et troisième couronne, avec chaque ville, en fait, s'est engagée à un quota de logements neufs et avec aussi un tiers de logements, on va dire, à prix libre, entre guillemets, un tiers de logements sociaux et un tiers de logements à prix maîtrisé. Et en plus, ce PLUIH sanctuarise, déclare non constructible 56% du territoire de la métropole. Donc juste ça, c'est bien, ça encadre les droits, entre guillemets, des promoteurs. Mais d'un côté, le fait de sanctuariser plus de 50% du territoire de la métropole, juste ça, les promoteurs étaient contents d'avoir ce document, mais d'un côté, ça va créer une tension sur le marché, parce que forcément, vous aurez moins de terrains constructibles, que le but, c'est de densifier pour limiter l'étalement urbain et limiter les besoins en transport et donc limiter les GES, les gaz à effet de serre, pardon. Donc, il y a quand même déjà le contexte à Toulouse est particulier sur l'immobilier. Moi, j'ai quand même des chiffres à donner. Il faut savoir que fin 2019, avant de vous rejoindre, j'ai noté les chiffres que j'avais obtenus de la part des représentants de la filière immobilière. Il faut savoir que avant la crise, donc fin 2019, la ville de Toulouse a compté 7,9 mois de stock et l'aire urbaine 9,3. Les professionnels disent que pour avoir un marché entre guillemets hors tension qui se comporte normalement, il faut 12 mois. Ça, c'était bien sûr à fin 2019. Entre-temps, il y a eu les élections. Les élections vont être certainement reportées, ou du moins elles le sont déjà naturellement, parce qu'au meilleur des cas, elles auront lieu en juin. Ça plus le confinement fait que de toute façon les permis de construire, on va pas se mentir, c'est pas la priorité en ce moment des collectivités de délivrer des permis de construire. Donc je pense que la tension va perdurer à Toulouse sur au moins 2020, enfin deuxième semestre 2020, voire premier semestre 2021, parce que Toulouse est fait face à une forte demande, 15 000 nouveaux habitants par an. Donc forcément, si le stock ne remonte pas, parce que là, j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, les mises en vente baissaient sur les 18 derniers mois, les mises en vente baissaient à Toulouse. Mais si la demande reste à 15 000, ou même, supposons, elle descende à 10 000, voire 9 000, la tension sera toujours aussi forte. Il faudrait que limite la demande descende à 2-3 000 nouveaux habitants pour que le marché arrive à surmonter ça. Mais au bout d'un moment, il va y avoir forcément une tension plus forte qu'il n'existe aujourd'hui si le BTP ne reprend pas rapidement sa marche en avant. Jérôme, là-dessus, si je peux. Oui, c'était justement pour vous, Bernard, c'est d'avoir votre réaction à tout cela et sur le marché de l'immobilier, et puis plus globalement, avec votre casquette de vice-président de la métropole, sur l'ensemble de l'aire dans sa grande largeur de l'aire urbaine toulousaine. Moi, je pense qu'avec, certes, le maire de Toulouse n'a pas été encore officiellement élu, mais enfin, sur la métropole toulousaine, beaucoup de maires ont été réélus dès le premier tour. Il y a eu, ça a été souligné par Pierrick, ce freinage mécanique que l'on voit pendant un an avant, minima un an, quand c'est pas un an et demi, toutes les élections municipales, de tous les permis de construire. Donc, on peut penser déjà qu'il va y avoir une première détente, si je puis dire, d'un certain nombre de programmes qui étaient prêts et donc pré-commercialisés, qui vont se débloquer, d'autant plus facilement, je crois, que quand même la responsabilité des pouvoirs publics
et donc des maires, va être de relancer la machine économique. La relancer, c'est aussi le bâtiment et les travaux publics. Donc, il faudra bien que l'on satisfasse aux demandes d'un certain nombre de promoteurs, non seulement donc de réaliser des programmes qui vont pouvoir permettre de l'habitation, mais qui vont filer du boulot au bâtiment et travaux publics qui, lui, est complètement sinistré aussi dans cette période de pause. Donc là, outre, pas uniquement sur les travaux publics, c'est clair, il faudra que les collectivités locales réenclenchent la machine, mais du point de vue privé, c'est aussi accorder aux promoteurs les permis qui étaient en stand-by depuis un an et demi. Ça devrait quand même participer à relancer et à relancer l'offre. Pour l'avenir, là encore, je veux dire, à moins d'être Madame Irma, on est encore là aussi sur cette question de confiance en l'avenir, comme le disait Lydie tout à l'heure, bon, si la vie reprend normalement et qu'on ne craint pas la maladie, qu'on pense qu'en tout cas elle est suffisamment muselée pour qu'on puisse reprendre une vie normale, eh bien, de nouveau, l'attractivité toulousaine devrait jouer. Elle va être un peu en pause, c'est clair, là aussi, pendant 1, 2, 3 ans. L'attractivité toulousaine, ce sont les universités, là, tout ça va continuer. C'est pas mal d'étudiants, mais c'est pas les premiers clients de l'immobilier. Il n'y a pas que l'aéronautique et il n'y a pas qu'Airbus. Les autres filières que l'on a évoquées tout à l'heure sont quand même toujours en mode fonctionnement et continueront, j'en suis persuadé, au-delà de l'héliotropisme, à attirer sur Toulouse. Et donc, eh bien, ça va repartir. Alors, le PLUIH, le plan local d'urbanisme, de l'immobilier et de l'habitat, il y a des PLUIH dans toutes les métropoles. Il n'y en a pas qu'un à Toulouse, il y en a partout. Notre volonté, et là je prends aussi ma responsabilité en tant que maire, ancien maire de Blagnac et membre de la métropole, c'est effectivement d'arrêter ce qu'on appelle le mitage urbain, le mitage du territoire, de faire une densité plus importante, avec une densité maîtrisée, mais du point de vue de la rentabilité pour les promoteurs et donc pour l'immobilier, ça me paraît pas être un préjudice, peut-être même au contraire, parce que on ne valorise d'autant mieux que lorsque c'est bien fait, bien pensé, à proximité de dessertes de transport public, du métro ou du tramway, et donc les modèles économiques ne me semblent pas, parce que l'on densifierait plus, être remis en cause, peut-être même au contraire. Merci beaucoup Bernard. Avant de passer à la question de Charles, juste du coup, en tant que au niveau de quels sont les grands projets au niveau de la métropole de Toulouse, que ce soit voilà autour de l'agglomération ou plus large encore? C'est à moi que vous posez la question? Oui, Bernard, oui. Ah, les projets porteurs. Oui. Ben bon, par exemple, il y en a un qui est en train, dont l'inauguration est retardée. C'est le Meet Toulouse, le nouveau parc des expositions et salles de convention. C'est une des raisons aussi par laquelle la métropole toulousaine peut prétendre à une plus grande attractivité. On avait un parc des expositions qui était complètement vétuste, inondable. Bref, là, on vient de penser sur le nord-ouest de l'agglomération, sur Blagnac-Constellation, un nouveau parc qui, évidemment, est stoppé comme tout le reste. Il est pratiquement fini, il n'y a plus que quelques aménagements. Malheureusement, il est stoppé avec les blocages de l'événementiel et de toutes les grandes manifestations. Mais je pense que là aussi, dès que ça va repartir, ça va être un élément fort de l'attractivité de Toulouse en termes de tourisme d'affaires. Je rebondis aussi sur ce qu'a dit Pierre. Je pense, vous qui êtes du métier et qui avez parfois une vision nationale, Toulouse fait partie des 6 ou 7 grandes métropoles, elle est la moins chère. Quand on se compare à Bordeaux, qui a été longuement cité tout à l'heure, à Nantes, je ne parle pas de Lyon, ou même d'autres, je pense que l'immobilier est moins cher ou à Marseille, nous sommes moins chers. On est la 8e ou 9e ville de France en termes de prix au mètre carré moyen, il me semble. Et, voilà. et la métropole, elle est classée 4e, c'est ça? Et nous sommes la 4e métropole, oui. Et la 9e la moins chère. Donc ça, me semble-t-il, ça donne quand même dans le métier qui est le vôtre de la perspective de développement, il me semble. Clairement, écoutez, j'en profite justement pour vous proposer à chacun le mot de la fin. Donc, on va faire peut-être par âge, voilà, du plus jeune
Donc, on commence par vous, Bernard. Le plus jeune, alors. Pierrick, Ça, c'est Bernard, je gentil. t'en prie. Pierrick, si tu veux bien commencer ce petit tour de mots de la fin, si tu veux bien. Oh, mon mot de la fin, c'est pour dire que. Non, mais on commence par Pierrick, c'était une blague, mon cher Bernard. On finira Moi, par j'ai vous. accepté, hein. Non, mais si vous entendez par mot de la fin, que je résume un petit peu ce qu'on a dit tout au cours de l'émission. Par rapport à sa dépendance à la filière aéronautique, oui, Toulouse va connaître quelques petites difficultés dans les mois, dans les semestres à venir. Mais quand même, Toulouse a la capacité, je pense, de rebondir, a des filières émergentes qui, bien sûr, prendront du temps à prendre une certaine dimension. Mais en tout cas, Toulouse gardera quand même, j'en suis sûr, une certaine attractivité économique. Maintenant, peut-être que son ampleur, son rayonnement sera un petit peu affaibli pendant quelques mois, voire 2 ans peut-être. Mais en tout cas, Toulouse gardera un peu cette place forte en ce moment d'être la première ville de France en termes de rayonnement économique. Ça, je n'en doute pas. Mais après, voilà, bien sûr, il faudra que l'immobilier suive aussi, parce que si l'immobilier ne suit pas, il sera difficile pour Toulouse de continuer. Je parle sur les 18 mois à venir. Hein. Il sera difficile pour Toulouse de continuer à accueillir 18 000 habitants, 18 000, 20 000 habitants chaque année sur les 18 mois qui viennent, si jamais la filière a du mal à repartir, en tout cas. Merci beaucoup, Pierrick, et merci encore une fois pour ta Merci présence et ton temps et ta confiance. Samuel, un mot également pour conclure, résumer ou ce que vous souhaitez. Moi, je pense que les difficultés que l'on rencontre, les autres agglomérations les rencontrent également. Donc, ce n'est pas tant que par les difficultés qu'elle va rencontrer qu'elle va moins attirer de monde. Il y a des investissements passés, et on parlait de ce tourisme d'affaires et l'arrivée du mythe, ça va venir combler une grosse carence que nous avions, et donc on parie beaucoup là-dessus. On en attend beaucoup. Ouais. Et parce que c'est plus facile de progresser en partant de très loin, puisque les premiers efforts vont se voir beaucoup plus rapidement. Donc ça, on croit beaucoup à ça. Et pour votre métier, je veux que vous ayez conscience, en effet, des choix qu'ont les Toulousains, des choix politiques, puisque parmi les 2 premiers, les 2 finalistes, enfin même les 3 finalistes, on peut dire d'un point de vue, en effet, il y a des choix d'aménagement de notre ville et de notre agglomération qui sont radicalement opposés. Et ça a été susceptible de créer du trouble et de l'inquiétude chez un grand nombre de nos entrepreneurs, et pas seulement du secteur immobilier. Hein. Je parle en termes d'équipement, en termes de comment envisager son développement dans l'agglomération, et selon que on regarde le programme du maire sortant, ou selon que l'on regarde le programme de la liste qui arrive en seconde de position, il y a des positions radicalement opposées, et c'est ça qui aussi, en plus de ce qui a été dit, des raisons structurelles et des raisons d'élection, qui sont susceptibles de créer du trouble. Alors des atouts, on en a. Je pense que peut-être on va souffrir sur un certain nombre de choses économiques que j'ai pu rapidement y faire référence. Je pense cependant qu'on a des atouts, et que ces atouts-là, à due proportion et comparaison, toutes choses égales par ailleurs, avec les autres agglomérations, on demeure un facteur plus attractif que la moyenne, et je pense pas qu'on perde tant que ça en termes, je parle d'attractivité démographique, et cela va sans dire. C'est clair. Merci beaucoup, Samuel. Bernard, à vous, si vous voulez bien, pour le mot de la fin. Oui, je vais dire que Toulouse a réduit la voilure et le régime de ses moteurs pour contourner un nuage que son aéronautique ne connaissait pas, qui s'appelle le Covid-19. C'est clair que nous sommes avec une inconnue, qui est le moment où on pourra vraiment sortir de ce nuage ou le contourner au mieux, ça c'est la certitude, mais on garde l'appareil en état de marche, et de telle sorte que dès qu'on aura une vue précise sur la sortie de ce nuage, notre voilure on peut retirer les volets et remettre la puissance maximale des moteurs pour que on reprenne dans les meilleures conditions. Je pense que si, par bonheur, on peut juguler cette maladie dans un temps relativement, sinon la juguler en tout cas, la rendre maîtrisée dans un temps relativement restreint, eh bien, notre appareil productif et notre appareil économique devraient pouvoir redémarrer rapidement, peut-être mieux que d'autres communes d'ailleurs, que d'autres collectivités.
Merci beaucoup Bernard et merci encore à vous également pour votre présence avec nous ce matin et pour l'éclairage que vous nous avez amené sur les différents sujets. Rapidement, nos chers, je vais proposer un petit tour à nos chers camarades. D'abord Charles, si tu veux dire un mot pour conclure et donner ton sentiment sur l'émission. Je voulais rassurer effectivement le plateau. Nous allons continuer à proposer des investissements à Toulouse. On va œuvrer, on y croit dur comme fer depuis déjà des années. Je crois que la ville de Toulouse ne manque pas d'arguments. Je crois beaucoup en sa reprise. Donc, non, beaucoup de positifs à tirer de tout ça et j'espère qu'on s'en sortira. Il faudra vivre avec le Covid, je pense, pendant encore quelques trimestres. Charles, Jérôme. Eh ben écoute, moi je suis. T'es là. Oui, je suis là, évidemment, je suis bien présent. Oui, non, mais merci aux intervenants parce que c'était hyper intéressant. Effectivement, Toulouse est plein de ressources. Et pour répondre à Charles, il n'y a pas que Toulouse non plus. Hein. Je pense à toi. Et, je souhaiterais conclure en ayant trouvé un proverbe qui, je trouve, correspond tout à fait à la situation et qui, j'espère, pourra vous plaire, en vous disant que les étoiles sont dans le ciel pour rappeler aux mortels l'objectif vers lequel ils doivent tendre. Magnifique. Bravo. Ce n'est pas qu'un physique, ce cher Jérôme Duval. Et Lydie, moi, je n'ai pas de proverbe. Moi, je n'ai pas de proverbe avec le talent de Jérôme. Moi, je vais dire que Toulouse a toujours été une ville ambitieuse et c'est dans l'ADN de Toulouse. On a dit que c'était un premier pôle aéronautique de France, siège de nombreuses entreprises de renom. Du monde. Et on a la chance, en fait, d'être à Toulouse lorsqu'une crise comme celle-ci se présente parce que tout le monde est concerné par cette crise et tout le monde est concerné dans le monde. Et donc, lorsqu'on est une ville ambitieuse comme Toulouse, eh bien, je dirais que les Toulousains sont les mieux lotis pour accueillir, malheureusement, la crise que nous vivons. Eh bien, merci beaucoup Lydie, merci à tous et à chacun des invités, encore une fois Pierrick, Samuel, Bernard, d'avoir justement pris ce temps pour préparer et participer à cette émission qui était importante pour nous, pardon. Voilà. Et pour conclure, voilà, le titre de l'émission se voulait un petit peu provocateur et je suis ravi d'avoir de compter. Je crois il y a presque plus d'une centaine d'auditeurs qui nous suivent en live. Je voulais tout simplement dire pour finir que effectivement à l'heure de la surinformation, il nous semble essentiel le client, l'investisseur, le particulier va chercher quoi qu'il en soit à vérifier, comprendre l'information. Il est du devoir des professionnels aujourd'hui de leur apporter la bonne information. C'est ce qu'on essaye de faire avec l'immédiat. C'est ce que j'espère vous avez eu aujourd'hui avec nos intervenants que je remercie grandement pour la qualité de l'échange ce matin. Donc, merci à tous. La semaine prochaine, et on va traiter très vite le Grand Lille et le Grand Paris dans les 15 jours à venir. L'émission est en cours d'être montée. Merci encore. Merci aux partenaires et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.